merci à Jury Connexion pour son invitation. Moi, je navigue beaucoup dans Open Law, Adige, droit.org, et c'est un peu notre cousine. Et je suis toujours très heureux de retrouver la grande famille Jury Connexion avec beaucoup de bienveillance. Et ça permet, comme je viens après tous les 5 ans, ça permet toujours de prendre un peu de recul. Tout d'abord, moi, quand on parlait de famille, je me suis marié. Je n'ai toujours pas d'alliance, mais vous voyez, Séraphin Légal, comme c'est un peu la mode en ce moment dans l'écosystème, on s'est rapproché d'une cousine également qui s'appelle Imosine. Vous avez le directeur juridique dans la salle. Il peut lever la main, il est tout au fond. C'est un juriste augmenté, bien sûr, comme directeur juridique, puisqu'il est également notre directeur des opérations, Irvine Baron. Et donc, on a créé le nouvel ensemble MyLegitech, dont je suis l'heureux directeur de l'innovation. Donc, je vais vous présenter un petit retour sur quelqu'un qui adore innover dans le droit. Et forcément, là, on a un super terrain de jeu avec l'IA générative. Donc, je vais vous présenter 2 cas d'usage autour de ces IA génératives sur un sujet que je commence à bien connaître puisque je le pratique depuis 7 ans, qui est les contrats. Et un sujet, je pense, qui vous intéresse tous sur comment innover avec la veille juridique. Et je remercie la BPCE également dans la salle, je crois, Philippe, qui a accepté qu'on vous livre et qu'on vous partage nos réflexions de RD sur comment innover dans la veille juridique en 2023. Un petit mot d'abord, nous on a anticipé depuis assez longtemps cette évolution des métiers en recrutant des gens au carrefour des mathématiques et du juridique, en montant parfois avec Jean et maintenant Bertrand, le directeur de ce DU Transformation Digitale du Droit. On n'est pas les seuls, il y en a pas mal. Il y en a 2 dans la salle qu'on vient de recruter. Il y a surtout Ella Guémira qui est notre responsable IA chez Séraphin et qui croise les mathématiques et le juridique. C'est très important cette évolution des compétences. Je crois que Philippe en reparlera tout à l'heure. Un petit constat, j'aime bien quand je vais vous voir faire un petit constat parce que ça évolue tellement vite. Le haut, ça n'a pas tellement évolué. On a toujours, quand on parle dans les milieux de big data, on dit nous les juristes, on a une particularité, c'est que tous les jours, on a un flux considérable du droit à saisir entre le JO européen, le JO français, la soft law. Donc il faut que la machine puisse digérer, appréhender ce droit. On a la chance, en tout cas nous Français, plus globalement en Europe, d'avoir l'excellent travail de la sphère publique, que j'ai eu la chance de mener aux côtés d'Emmanuel, qui intervient tout à l'heure à la DILA, mais également ce que fait la Cour de cassation maintenant. Et donc, on part avec des données déjà très, très riches avant de nourrir nos IA. Et puis, j'observe, est-ce que vous pouvez lever là, la salle, les gens qui sont en autonomie pour collecter leurs données juridiques publiques ouvertes et les traiter, ceux qui sont des directions juridiques, des cabinets d'avocats qui sont en autonomie? Eh bien oui, vous n'êtes pas très nombreux, puisque quand nous avions ouvert les données avec Emmanuel le 1er juillet 2014, on pensait que tout le monde allait développer ses scrappers, ses crawlers, aller enrichir ces données. Et finalement, on constate encore la place prépondérante des éditeurs juridiques. Très souvent, des DJ, des cabinets d'avocats se rendent compte qu'ils achètent des données qui sont traitées par l'éditeur. L'éditeur, c'est la doctrine, mais c'est quelque chose aussi qui n'a pas tellement évolué finalement en 10 ans. Et puis enfin, les modèles de machine learning sur le juridique, c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Il y a beaucoup de choses en open source, mais quand on traite d'autres matières, il faut des juristes, j'en parlais tout à l'heure, un peu mixtes, on aime bien le nom, nous, de dresseurs d'IA. Et dans la salle, j'en ai 3 qu'on a formés qui travaillent maintenant pour nous. Un petit point particulier quand même sur des choses plus récentes. On constate l'arrivée vraiment de la compliance de l'IA. Avec Pascal Alix, on a beaucoup travaillé là-dessus. Avec Christophe Rocky au sein de le nouveau métier de juriste manager éthique juridique de la donnée, les digital ethic officers, délégués à l'éthique numérique en français. On a beaucoup travaillé là-dessus. Le scrapping, oui, mais scrapping légal. On en parle beaucoup, moi, en tant qu'auteur universitaire, comment demain je vais consacrer à SUMI un opt-in, un opt-out, un opt-in sur certaines conditions, et quand je vais venir dans les bases de métadonnées des éditeurs, quelles seront mes conditions fixées par moi-même l'auteur pour pouvoir être utilisé dans une IA générative. Et elle en parlait, SUMI, et ça c'est quelque chose où on va raguer. On va raguer parce que je vois partout les grandes directions juridiques, les cabinets d'avocats, on est quand même obsédés par le risque d'hallucination dans nos domaines juridiques. Et c'est vrai que tout le monde a tendance à se dire, si je pouvais consigner la recherche sur mon périmètre de données, d'abord mon périmètre de données interne, le besoin de legal data lake, tout ça, des sources qualifiées, notamment les sources de doctrine des éditeurs, et si je pouvais ensuite renvoyer ce search, ce résultat à une IA générative qui va me permettre de pondre un résultat. C'est ce schéma que vous voyez, par exemple, que propose Amazon.
Ce qui a vraiment de toujours très présent, c'est cette dichotomie entre information publique disponible et privée. Et je crois véritablement que nous, juristes, nous avons besoin d'IA générative sur mesure, que chaque DJ, chaque cabinet d'avocat va créer sa propre IA à partir de ses données privées et avec l'aide de communs, bien sûr, qui sont plus que jamais des sujets d'actualité. Alors, 2 cas d'usage. D'abord, sur les contrats. Alors, sur les contrats, ça fait quelques années déjà qu'on s'est dit comment structurer en amont la création de données juridiques privées. Donc on a un certain nombre à avoir travaillé sur des éditeurs no-code, d'avoir permis à des praticiens du droit de créer des petits algorithmes juridiques en définant quelles sont les variables, quelles sont les conditions, quelles sont les données qu'au stade de la génération d'un contrat ou d'un jugement ou du legal opinion, je vais préstructurer en amont. Moi, j'ai d'abord confiance dans le juriste. Et ce juriste augmenté qu'on préfigure chez Séraphin depuis 2016, on l'a vraiment concrétisé aujourd'hui dans cette capacité pour les juristes à créer des algorithmes juridiques. J'ai encore cette année 4 promos d'étudiants qui sont en train de se former et concourir pour la certification de juriste codeur. Il faut qu'on change de nom d'ailleurs parce que le juriste codeur, il ne code pas du tout. Il est juste capable de créer des algorithmes juridiques. Et quand on va générer des documents juridiques, la data va être préformatée. Et forcément, c'est la data sur laquelle je peux avoir confiance. Ce patrimoine, nous, par exemple, on a une démarche où, chez les clients, ça leur appartient, les algorithmes juridiques. On va former des directions juridiques, ou alors elles vont passer par nous. Le patrimoine algorithmique juridique leur appartient. Ça va être un prérequis très intéressant quand on va commencer à travailler sur leur propre IA, sur le machine learning, etc. Et on le constate au quotidien. On propose aussi, nous, à certains clients de rentrer plus dans les communs, de partager certains algorithmes et du coup de payer moins cher forcément. Soit je partage, soit je paye et je m'approprie ce patrimoine algorithmique. Quelques exemples rapidement où, et on n'est pas les seuls, et on a une soirée ce soir avec le SAC Montesquieu où on a des énigmes à proposer aux directeurs juridiques et ils vont utiliser l'IA pour essayer d'aller plus vite. Des choses, vraiment le mariage du juriste et de la machine est intéressant sur les contrats. Par exemple, sur les clausiers, alors là je reviens à la gestion documentaire, on est très très loin, même dans les grandes directions juridiques. Évidemment, la vision optimale, c'est de pouvoir avoir des robots qui crawlent, qui scrapent quelles sont les évolutions du droit et que je mette à jour de manière très dynamique mes clausiers pour que les contrats générés le lendemain de l'apparition au JO soient à jour du droit positif et je vais manager mes risques. Maintenant, on peut avoir des gestions beaucoup plus dynamiques de clausiers avec notamment les IA génératives. On peut avoir effectivement au stade de la vie du contrat, moi je constate que le contrat devient un instrument vivant où je vais pouvoir, tu en parlais, drafter les contrats. Donc je vais pouvoir interroger l'IA générative sur quels sont mes contrats qui arrivent enfin le mois prochain. Est-ce que tu peux me proposer des avenants? Est-ce que tu peux me sortir telle ou telle information? D'autres cas d'usage, bien sûr, tout ce qui va concerner la mise en œuvre des contrats. Alors là, on rejoint plus les moteurs de règles, mais effectivement, l'IA générative peut m'y aider. Et puis, l'aide à la compliance, parce que j'en parlais tout à l'heure, et c'est là le lien que je fais avec le deuxième cas d'usage, c'est que nous, en tant qu'éditeur CLM, Contract Lifecycle Management, on a besoin aussi de permettre à nos clients de digérer le droit positif qui les concerne dans leur matière pour faire matcher le patrimoine de données juridiques internes, privées, par exemple le patrimoine des contrats, avec ce droit positif qui évolue très vite pour pouvoir notamment détecter les risques et les mentions obligatoires. Et c'est là ce projet RD que je vous livre, sur lequel nous avons d'abord travaillé avec un cabinet avocat qui s'appelle Colom, qui est spécialisé dans les produits défectueux, dans les produits pas défectueux, ça c'est autre chose, la législation des produits. Et il peut y en avoir. Et maintenant, la BPCE et d'autres qui sont en train de nous rejoindre dans une démarche très dynamique, très RD, que j'ai la chance de mener avec mon cher ami depuis 20 ans, Jean Gano, qui se refuse à la retraite, et tant mieux, parce qu'on a besoin de lui sur ces sujets, et quelques autres startups. Sur la BPCE, on a commencé, donc c'est assez classique, on a un LegalOps au sein de la DG, et le LegalOps a une chargée de veille. Et donc, elle alimente les différents départements de la DG avec des produits de veille. On a commencé, bien sûr, on a créé un petit LegalBot et on a interrogé tous les destinataires de la veille sur leurs usages et leurs besoins. On a ressorti 2 grandes informations, 2 grands besoins. Le premier, et c'est pas nouveau, vous le connaissez tous, c'est un vieux rêve de Jury Connexion, je crois, c'est d'avoir le métamoteur.
On a beaucoup de grandes directions juridiques qui ont maintenant plusieurs sources d'informations, plusieurs SaaS, plusieurs éditeurs, donc il faut pouvoir jongler d'un SaaS à l'autre. On a de l'information interne souvent sur laquelle je peux requêter de plus en plus avec l'émergence des Legal Data Lake, et donc le rêve du métamoteur. C'est pas si simple. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir amener avec l'IA générative, avec ces fonctionnalités très, très directes, très spontanées. Il y a un schéma qui ressort beaucoup, j'aime bien le remontrer, c'est que finalement on distingue les bases de données internes. Alors on a des niveaux de maturité différentes. Nous, quand on structure la donnée contractuelle, on va alimenter, par exemple à la BPCE ou chez Orange, on va alimenter en fait comme ça le lac de données avec les données contractuelles. On a des données qui vont dans des SharePoint, on va avoir des données qui vont dans des logiciels de compliance, on va avoir des données qui vont dans les emails, on a toutes sortes de données qui sont en interne. On a les données externes. Donc là, on a peu d'autonomie encore dans les directions juridiques pour aller récupérer ces données elles-mêmes. Et dans les grands groupes, on l'a. Dans le groupe BPCE, par exemple, ils sont capables de le faire. Et puis les éditeurs, j'y reviendrai, la donnée n'est pas forcément ouverte en termes d'exploitation. En termes d'utilisation, oui, mais je ne vais pas forcément pouvoir l'exploiter dans mon environnement. Et puis on a les logiciels métiers. Il y a un projet qui est très intéressant en ce moment, qui est porté par l'AFJE, c'est One Clause. Ça oblige tous les éditeurs de software à dire maintenant, clause de réversibilité, de portabilité, vous allez ouvrir les robinets pour qu'on puisse consommer les données juridiques dans un environnement plus large, Legal Data Lake, sur laquelle on va mettre des produits de veille juridique, des produits de rédaction des contrats, etc. Mais c'est un patrimoine numérique, c'est une vision sur laquelle vous devez pouvoir vous projeter, et je sais qu'on en est encore très loin, et d'où les RAG. Les RAG, c'est une architecture particulièrement adaptée à ça. Je ne résiste pas à l'envie de vous partager cette petite enquête qu'on a menée auprès de tous les grands éditeurs de ce pays. Donc vous voyez sous un extrait de ce courrier que j'ai écrit en tant que consultant de BPCE vers tous les grands éditeurs, et je remercie ceux qui sont dans la salle de nous avoir répondu. Je les rassure tout de suite, je ne dévoilerai pas leurs réponses. Mais on leur a dit, puisque mon client, en fait, de plus en plus, il veut réutiliser les informations comprises dans l'abonnement, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à avoir des web services, des API? Pas évident quand même. C'est une petite... c'est un gros pavé dans la mare, c'est vrai, on l'a constaté. J'en citerai un qui a anticipé ça pas mal, c'est Lexbase. On sait que Lexbase a toujours été assez précurseur là-dessus. Ils ont tous entamé la réflexion, mais ça pose énormément de sujets, évidemment en termes juridiques, par rapport aux droits d'auteur, mais également aussi en termes de modèle économique, puisque forcément, si demain vous payez une licence d'utilisation sur le SaaS avec X utilisateurs, c'est très différent si demain vous prenez une licence d'exploitation pour consommer de la donnée dans un Legal Data Lake et avec tout un tas d'usages que vous allez faire de votre côté. C'est très très différent. Finalement, on a posé quelques premières réponses et je citerai cette fois-ci ELS, par exemple, qui nous a dit en tant qu'abonné de ELS, vous avez un fil RSS, vous pouvez déjà l'exploiter. C'est intéressant parce qu'effectivement, je vais continuer à avoir ma consommation sur l'outil, mais dans ma newsletter que je vais pusher aux utilisateurs, je vais pouvoir valoriser mon abonnement, quitte à revenir sur l'environnement de ELS. On a cherché à découper en termes métiers. On s'est dit, OK, on va aller vers une veille augmentée. Une veille, alors à 3, 4, 5.0, c'est vous qui me direz, je ne sais plus. Mais on a essayé de regarder les grandes tâches et ce que va faire l'IA demain et quelles vont être les compétences du Head of Information. Donc sur la collecte, effectivement, on a vu que là, ce n'est pas vraiment de l'IA qui est utile, mais c'est les technologies bien connues du crawling, du scrapping, de l'agrégation. Sur la normalisation, là, on a identifié un besoin de commun, et je salue Stéphane Roux et tout le travail de droit.org dans la salle, de normalisation des fils RSS, des sources publiques. Ce travail, à mon sens, ne peut pas être mené par les éditeurs eux-mêmes. L'État y contribue largement, mais on a besoin de quelque chose d'autre, et sans doute les associations peuvent y contribuer. L'enrichissement, évidemment, l'IA fait énormément de choses, mais l'humain, bien sûr, dans la vérification des tags, dans le knowledge management, l'enrichissement par article, beaucoup de choses qu'on peut travailler. Et puis l'exploitation sous toutes ses formes. Ici, vous avez un exemple de plateforme qu'on a pu faire sur un cabinet avocat qui est tout simplement... alors, ce n'est pas du produit SaaS, c'est vraiment, encore une fois, c'est quel est le patrimoine numérique de données dont tu as besoin, et par-dessus, je vais développer des services, des fonctionnalités qu'on a largement listées. On connaît un peu les fonctionnalités à l'état de l'art dont on a besoin pour une veille juridique 3.0. Et finalement, on va pouvoir travailler avec des sociétés d'intégration qui vont contribuer dans les communs et qui vont à la fois permettre à des cabinets d'avocats, des directions juridiques de créer
leur métamoteur, leur veille sur mesure. En tout cas, on y va tout droit. On a encore quelques résistances, mais vous êtes les bienvenus pour rejoindre ces initiatives. Je suis content de voir que je vais tenir le temps. Au final, je voudrais, vous savez que je suis toujours, moi, entre trois mondes. Le monde public, qui est mon parcours. J'ai passé 15 ans au ministère de la Justice et à la DILA. Je suis censé retourner à la DILA dans 2 ans, n'est-ce pas, Emmanuel? Je suis toujours inscrit. Et puis le privé, où on innove peut-être plus vite, dans le monde start-up, etc., et le monde universitaire. Et toujours sensible à ces biens communs, qu'est-ce qu'on pourrait mettre entre nous? Et surtout sur l'IA, on a un enjeu aussi de droit continental, de rayonnement. Nous, on l'a bien vu dans l'algorithmie, dans ce qu'on peut faire, c'est assez différent. Et j'ai beaucoup développé l'Eurafrique, parce que c'est vrai qu'avec des pays, par exemple, de même tradition que la nôtre, on a des défis techniques identiques. Et donc, ces biens communs, je vous les ai listés là. Je vais commencer sur la droite. Là, on parlerait mieux que moi, mais quand on parle d'IA, on ressuscite en fait des choses qu'on va mieux faire ensemble. Je parlais avec ma consoeur d'Ordalie ce midi en déjeunant. Qu'est-ce que tu fine-tunes en ce moment comme LLM? Évidemment, si elle fine-tune du Mistral ou du GPT-4 sur des données juridiques en droit de la concurrence, ça va m'intéresser. Si on fait la même chose, on va peut-être mutualiser ces fichiers plutôt que les faire chacun de notre côté. On est quand même tout petit par rapport aux acteurs que montrait Sumi tout à l'heure. Des ontologies. On a besoin, avant de faire parler de les contrats, de pouvoir constituer des ontologies. Alors, on en parlait au JEJ pour certains qui connaissent il y a 15 ans, 20 ans. Ça redevient vraiment un sujet d'actualité. Les référentiels d'évaluation. On y réfléchit beaucoup avec Pascal Alix et avec le labo de Christophe Rocky, Augmented Law Institute que j'ai rejoint. Comment, en fait, on va tester les niveaux d'hallucination des différents LLM sur nos matières juridiques. Sans doute que Mistral sera peut-être meilleur sur le droit au licenciement collectif que un LLM saoudien ou chinois, j'en sais rien. Donc on va aussi beaucoup travailler là-dessus sur la compliance et puis l'évaluer. Donc ça, c'est tous des process à mettre en place. Il faut que des juristes s'y collent, fassent des tests, évaluent la véracité des résultats. Et puis je ne vous parle même pas j'appelle ça le RGIA, moi, et pas l'IA Act. Mais toutes ces personnes, vous avez connu le DPO, vous allez connaître le DIO. Alors ceux qui ont des budgets, ça va coûter assez cher, parce que la conformité, c'est pas seulement ceux qui fabriquent de l'IA, c'est tous ceux qui utilisent l'IA, comme vous le savez. Il va falloir se mettre d'accord sur ce qu'on évalue, comment on manage les risques, etc. Avec la question prégnante de la traçabilité des données réutilisées. Et enfin, finalement, on y revient des choses qu'on ferait mieux nous-mêmes. Je vous le donne en avant-première, en accord avec Jean et avec Bertrand. On va ressusciter droit.org. Droit.org qui était l'historique, qui était même avant OpenLaw, en même temps que la DIGE, qui avait cette particularité d'avoir plutôt des juristes vraiment de l'informatique juridique avec des grands anciens que je ne citerai pas, mais qui avaient la particularité de nourrir des GitHub, de faire vraiment des choses concrètes techniquement. Et il y a un commun qui vit plutôt bien, que Stéphane entretient un peu au quotidien, de nous on se sert, c'est effectivement la capacité de droit.org à normaliser les flux RSS publics. Si vous n'avez rien du tout, vous ne voulez pas le développer, vous pouvez partir déjà du commun et vous allez voir déjà qu'il y a certaines choses, il faut mieux passer par droit.org que parfois aller en direct, aller récupérer des API ou des fichiers. Effectivement, les flux payants des éditeurs, on a commencé le dialogue avec chacun entre eux. Il y aura aussi un travail de normalisation, il y aura aussi un travail de référentiel de métadonnées. Certains sont plus avancés que d'autres. Je sais que dans les grandes maisons d'édition, c'est un sujet de standardisation de ces métadonnées, mais il faut pouvoir aussi les faire travailler ensemble et travailler par filière. Je vois par exemple dans le monde bancaire, qui est très avancé, Philippe vous en parlera peut-être tout à l'heure, il y a cette volonté aussi de mutualiser un certain nombre de biens communs numériques à l'ère de l'IA. Il y a des choses qu'on fera peut-être mieux ensemble, DJ bancaires, que chacun de notre côté. Et puis, il y a un enjeu d'investissement considérable. Les legal tech, comme nous, les DJ, les cabinets d'avocats, on a tous quand même des moyens d'investissement assez limités. À un moment, il va peut-être falloir, en aménageant des gouvernances juridiques innovantes, mutualiser un peu d'investissement. On a beaucoup de chance. L'État, par la BPI, et l'Europe sont là, attendent que ça pour nous financer. Et il n'y a pas que Mistral qui va être financé. Et puis enfin, suivre effectivement, et pour moi, et je conclurai là-dessus, c'est très important, et pour moi c'est le cœur du changement aussi bien dans les contrats que la veille, c'est que fait-on de ces données? C'est pas seulement envoyer l'information, et on l'a vu à la BPCE,
le documentaliste, il envoie l'information, mais il a peu de retours, de feedback sur comment elle est traitée. Nous, on a le même sujet sur les contrats. Et en fait, ce qui est vraiment, je trouve, innovant, avec l'arrivée, vous savez, dans la compliance, souvent, on a les normes, la norme Sapin 2 avec les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce que je dois changer? Parce que j'ai eu cette information. Donc, qu'est-ce que je vais changer dans ma norme de compliance? Mon contrat. J'ai tel clausier qui est plus à jour parce que la Commission européenne, dans un guideline sur le RGIA, a proposé une nouvelle clause type. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que je vais encore aller plus loin et faire vivre et comprendre l'utilité de l'information que je pousse. Et puis, j'ai une autre gestion documentaire à faire. C'est par exemple ma Contratech et mes normes de compliance. Donc ça, c'est un nouveau challenge pour nous. Donc juriste augmenté, documentaliste augmenté, welcome. Merci à tous.